Bien, bonjour à tous. Alors cette fois, je pense que je pense que tout marche. Je sais pas, j'arrive pas à voir si ça marche effectivement. J'ai pas trop encore trouvé comment on regardait si visiblement ça commence à marcher. Ça marche, me dit Hugo. Donc on va commencer sur ce deuxième live. Toujours un exercice un peu compliqué de parler devant un écran et puis d'essayer de lire. Et je vous invite, moi, si vous avez des interrogations, des questions ou des remarques, après, je ne sais pas si je serai en capacité pour répondre à toutes les interrogations, mais dans tous les cas, on peut essayer après de chercher et de donner des informations, en tout cas celles qu'on a sur la situation locale et puis partager quelques éléments d'analyse en toute humilité, évidemment, et dans la situation dans laquelle on est, c'est pas toujours évident. Donc, on va essayer de faire ce deuxième live et puis on va apprendre peut-être aussi bientôt, mais je vois que c'est possible. Il faut juste que techniquement on trouve les solutions, mais on va y arriver à faire des directs à plusieurs. Et Marc me dit qu'à redescend, ça marche aussi, donc ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Marc. J'espère que Marc va bien. Chantal est beaucoup plus proche de chez moi, donc j'imagine que ça marche bien. Donc quelques éléments sur la situation locale, et puis ce deuxième live, ça sera plutôt, alors que le premier était plutôt concentré sur les questions de situation et de confinement. Là, on rentre dans une deuxième phase, c'est celle du déconfinement, et visiblement, elle sera sans doute bien plus difficile à régler, même si tout le monde l'attend, que les problématiques engendrées par le confinement. Je voudrais commencer par, par dire deux mots de la situation qu'on a appris à partir de la presse locale. J'ai vu, on en parlait à peu près sur tous les journaux locaux, Objectif Gare, Midi Libre, la Gazette Live, sur la situation de l'EHPAD de Serre-Cavalier, puisqu'on apprend depuis quelques heures que c'est devenu un foyer, salut Alain, c'est devenu un foyer de contamination important, avec une trentaine de morts liées ou imputées au Covid-19, une centaine de personnes, que ce soit des patients ou des soignants, qui sont infectés par le virus. Et on l'apprend comme ça dans la presse. Donc, je voudrais d'abord transmettre toutes nos amitiés, j'imagine, à tous les personnels qui travaillent à Serre-Cavalier. Et on sait, pour y être allé aussi, les difficultés qu'il y avait avant cette crise-là dans les EHPAD, en termes de personnel notamment. Et on apprend cette information, qui est quand même une information assez essentielle, par l'investigation du journaliste, et on n'en avait eu aucune communication jusqu'ici. Et je crois que ça pose un vrai problème, et, et ça pose un problème beaucoup plus général, qui est sur celle de l'information, de la transparence et de la confiance qu'on peut avoir dans les autorités. Je l'avais déjà dit, je le redis, et je pense que c'est encore plus vrai dans une période de déconfinement. On a besoin d'avoir des informations transparentes et d'être traités comme des adultes. Et je crois que la façon dont les autorités, je parle notamment des autorités liées à l'État, euh, considèrent les habitants de ce pays dans la crise, et ça aide pas à la résoudre et à affronter ensemble les situations. Et je crois qu'on souffre là d'un système politique qui est vraiment à rénover. Et je suis pas sûr que dans tous les pays ça se soit passé comme ça. Les Français, les Gardois et les Nîmois sont des adultes et ils peuvent comprendre, je crois, plein de choses sur la situation. Ils peuvent agir en responsabilité. Ils le font déjà, d'ailleurs. Et ils n'ont pas besoin qu'on leur parle comme des enfants, qu'on leur cache des choses.
qu'on leur mente, qu'on soit dans la confusion et qu'on leur dise pas la vérité. Et aujourd'hui, et on l'a vu notamment, et moi ça m'a exaspéré, je le sais, mais vous le savez aussi, mais le discours d'Emmanuel Macron, jupitérien, donnant comme ça, du haut de toute sa majesté, les indications et le cap à suivre, lors du discours où il annonce le déconfinement, a été assez insupportable, je trouve. J'ai l'impression qu'il se donne un rôle, qu'il se sent habité par l'histoire, et franchement, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On a besoin d'informations claires. Et quand on lance l'idée d'un confinement, et je pense qu'on en a besoin du déconfinement, hein, on en a besoin vraiment parce qu'on ne peut pas vivre confiné tout le temps et tout le monde aspire à retrouver une vie sociale en gardant les distanciations physiques, hein, et pas les distanciations sociales, mais les distanciations physiques. On a besoin de retrouver, en tout cas, si ce n'est une vie normale, un semblant de vie sociale parce que nous sommes des êtres sociaux. Et donc, dans cette période-là, on a besoin d'avoir toute la transparence, toutes les informations et de ne pas être traités comme des enfants. Et moi, je vous invite, puisque en principe, le CHU, l'ARS et la préfecture du Gard feront une conférence de presse lundi pour parler de la situation de l'EHPAD de Serre-Cavalier, à suivre les informations. Et je vous invite aussi, puisqu'il l'a annoncé tout à l'heure, à écouter les réponses du préfet sur le plateau d'Objectif Gare, puisqu'il est reçu lundi à 19h dans le direct d'Objectif Gare, qui nous permet, comme les autres organes de presse, je crois qu'Objectif Gare a maintenant un journal quasiment télévisé quotidien, d'avoir des informations et on en a besoin beaucoup. Donc j'espère que sur cette situation, et je partageais le coup de gueule de Fred Deschamps hein, sur son mur Facebook, dans les pattes de Serre Cavalier, sera clarifié parce qu'on ne sait pas clairement quelles mesures de protection ont été mises en place pour les soignants, pour les patients, quelles mesures de tests vont être organisées à l'échelle de l'EHPAD, euh, parce qu'on ne peut pas laisser cette situation comme ça et on ne doute pas on espère ne pas douter que certains s'en occupent, mais on a quand même aujourd'hui besoin d'informations. Voilà pour ce premier point. Le deuxième point, qui est un deuxième coup de gueule, mais je crois qu'il est partagé largement, hein, c'est la question des masques. C'est la question des masques parce que ça devient je crois, le symbole d'une gestion buesque, des fois désespérante de la situation. Alors, je ne reviens pas sur l'absence de stock stratégique, mais enfin, on a quand même appris, j'en dis un mot, on a quand même appris qu'il y avait une alerte pour ce gouvernement en juin dernier de la nécessité de reconstituer le stock stratégique à l'échelle de la France et qu'on n'en a pas tenu compte. Donc, ils ne sont pas comptables de tout, puisque les gouvernements précédents ont aussi contribué à détruire ce stock, mais en tout cas, il y avait une alerte il n'y a pas longtemps. Et on souffre là beaucoup de l'absence de politique claire sur les masques. Alors, plusieurs choses. Euh, bon, d'abord, des contradictions dans les informations. Il ne fallait pas en mettre, maintenant il faut en mettre. Moi, je pense que, après ce que j'entends, mais je ne suis pas médecin, mais il va falloir en mettre pour protéger au moins les autres. Parce que la réalité, c'est que quand on dit qu'on veut des masques, on veut des masques pour protéger les autres. Hein. Les masques en tissu, comme les masques chirurgicaux, ils sont là d'abord pour protéger les autres. Et donc, si on veut une politique de santé collective claire, il faut que tout le monde puisse en mettre. Ça, c'est une réalité froide, c'est-à-dire que on ne se protège pas forcément individuellement en portant son propre masque. Il faut qu'on protège les autres. Donc, il faut que tout le monde puisse avoir accès au masque. Et à partir de là, à partir de cette question des masques, bah, ça a été n'importe quoi sur toute la ligne, à la fois dans l'organisation et maintenant dans la distribution des masques. Je parle des masques de l'État et heureusement, et moi je salue les couturières solidaires du Gard et j'imagine que Christine Thomé, Christine Caron sont là et les autres et les associations qui gèrent ça ben, s'y sont mis pour montrer un peu l'exemple aussi, parce que sinon c'est très compliqué. Sur la distribution des masques, moi j'ai été sidéré, j'avoue, j'y croyais pas. Quand l'État a dit qu'il allait commander des masques, moi je me suis dit, il va équiper la population en masques de façon gratuite, comme le font par ailleurs les collectivités locales. Eh bien non, on apprend que ces masques seront vendus
que les masques en tissu, donc réutilisables, ils seront vendus dans les bureaux tabac, puis dans les pharmacies, que leur prix n'est pas forcément plafonné, et que maintenant des masques chirurgicaux arrivent. En tout cas, on espère qu'ils arrivent et qu'ils n'étaient pas stockés par les entreprises de grande distribution, parce qu'à ce moment-là, il y aura quand même des soucis. On n'a pas réussi à protéger les soignants. Et on apprend aujourd'hui que les entreprises de grande distribution sont prêtes à vendre des masques chirurgicaux. Et donc, il va falloir que la population, qui n'a pas accès aux masques des collectivités, s'équipe elle-même et achète des masques. Et on voit que les prix des masques en tissu n'est pas plafonné, qu'on a plafonné le prix des masques chirurgicaux, mais qui reste 10 fois supérieur à ce qu'il était avant, et que de toute façon, si on veut avoir une politique de santé publique, il faut donner ces masques. Donc, il faut que ces masques soient gratuits pour la population. Et je pense que je ne sais pas si on a encore le temps, mais c'est une bataille à porter de façon féroce. Je crois que les députés insoumis à l'Assemblée, et j'imagine soutenus par les autres, ont déposé un projet de loi enfin une proposition de loi pour demander la gratuité de ces masques. Il faut que ces masques puissent être gratuits, parce qu'encore une fois, euh, ça protège les autres. Et donc, il faut que tout le monde puisse se protéger. Et il faut qu'on voit maintenant comment dans les entreprises, dans les administrations, dans tous les lieux publics, où la distanciation physique n'est pas possible, mais je pense que dans tous les lieux publics, ça serait préférable, tout le monde puisse être équipé de masques pour sentir collectivement en sécurité. Donc ça, c'est le premier point. Et vraiment, je suis vraiment sidéré. Je crois on est allé de sidération en sidération là-dessus. Tout ça, j'attends des questions, évidemment, hein, vous n'hésitez pas, mais alors, il faut que il y a plein de stocks des grandes entreprises sont très graves, je suis d'accord. On ne devrait pas vendre les masques, donc Lilian me dit ça, mais j'en suis d'accord aussi. Les collectivités, d'ailleurs, trouvent des moyens de les distribuer. Euh, alors après, on peut discuter des moyens qu'ils ont trouvés, mais en tout cas, ils trouvent les moyens de distribuer les stocks qu'ils ont achetés eux-mêmes, qu'elles ont achetés eux-mêmes, mais l'État ne le trouve pas et fait passer par la grande distribution, laissant libre ces entreprises de le faire. Voilà. Et je pense que c'est un peu compliqué. Fin 2019, Jérôme Pascal, qui donc connaît bien la partie, nous dit 1,50 € la boîte de 50 masques. 30 avril, 55 € la boîte de 50 masques. Voilà, donc tout est dit. Et aujourd'hui, finalement, on est pollué encore par les questions de marché, de libéralisme sur ces questions-là. Et je pense que ce n'est pas aider ni les supermarchés qui vont être pris d'assaut littéralement, ni les pharmacies, que de ne pas avoir une politique coordonnée de distribution de ces masques. Ça nous amène à la question du déconfinement, et je l'ai dit, puisqu'on m'a posé des questions sur comment on voyait le déconfinement à Nîmes. Je donnerai quelques éléments qu'on a pu avoir, notamment avec les élus, que sont Sylvette Fayet, Christian Bastide, Jeanne Arnegui, qui continuent à travailler et à essayer de proposer des choses et avoir des informations. Bon, je l'ai dit, je pense qu'on serait tous très contents d'avoir le déconfinement le plus rapide, parce qu'on n'est pas fait pour vivre confiné comme ça très longtemps. Et on voit les difficultés que ça engendre, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, évidemment, qu'elles soient psychologiques, et qu'on a besoin d'en sortir collectivement tous ensemble. Euh, mais je reviendrai, Florence, parce que je vois que Florence Tarceau nous parle des écoles. J'en dirai peut-être un mot, mais évidemment, Florence Tarceau, qui est directrice d'école, elle est encore mieux placée que moi pour le dire. Le problème, c'est que la question, c'est pas si on veut déconfiner ou pas. La question, c'est comment et quelles conditions on met en place. Et encore aujourd'hui, à une semaine, même pas 10 jours du 11 mai, on est encore dans un flou terrible. J'en ai parlé pour les masques. Et puis, on sait que le déconfinement, c'est aussi la politique de test. Donc, le gouvernement nous annonce 700 000 tests par semaine, mais il y a d'autres informations qui arrivent, notamment de médecins, qui disent on ne sera pas du tout en capacité de les faire, parce qu'il faut aussi du personnel pour les faire. Donc, est-ce qu'un personnel a été embauché? Moi, c'est des questions que je voudrais que le préfet du Gard, notamment,
aborde très concrètement maintenant. Est-ce qu'une info et l'ARS, hein, parce que je ne sais pas comment ils se partagent les rôles, mais c'est quand même ceux qui doivent piloter ça. Est-ce qu'on a pensé à embaucher des gens pour faire passer ces tests, parce qu'il faut les former, même si la formation est courte, mais il faudra les former pour que les gens puissent être testés pour reprendre le travail. On sait aussi qu'il y a des entreprises qui n'ont pas vraiment arrêté le travail, dans lesquelles les conditions sanitaires ont été pas toujours très bien respectées et que ça a posé des soucis à un certain nombre d'endroits. Donc, comment on teste? Quels sont les plans de test? Où? À quel endroit? Où faut-il se rendre pour être testé? Dans quelle mesure? Donc, tout ça est pour l'instant extrêmement flou et je pense même qu'on aurait dû, puisque la date du 11 mai a été lancée, et puis après, ça a été en gros tout le monde démerdez-vous, il faut qu'on réouvre le 11 mai. Donc, même Édouard Philippe, dans son discours, finalement, il contredit ce que dit Emmanuel Macron, puisqu'on n'est plus sur un assouplissement de confinement que sur un déconfinement total. Hein. Bon, il faut vraiment qu'on se mette aussi dans cette question-là, même s'il faut qu'on puisse revoir les gens qu'on aime, et ça, c'est important. Sur cette question des tests, on n'en sait rien. Et je pense qu'il aurait peut-être même fallu commencer à tester beaucoup plus largement que ça avant de dire, bon, on assouplit le déconfinement. Mais dans tous les cas, cette question des tests, elle est essentielle. Et sur le local, on n'a aujourd'hui pas de réponse. On n'a aujourd'hui pas de réponse et c'est très dommage. On sait que, on ne sait pas comment il va évoluer le virus, et puis c'est pas moi qui vous en parlerai, j'en suis pas, j'ai pas de compétences là-dessus. Mais on ne peut pas de toute façon baser une politique de santé publique sur l'idée que le virus va disparaître de lui-même. Et donc, il faudrait certainement, le but, c'est d'éviter trop forte, comment dire, une circulation qui soit qui s'amplifie et éviter que les hôpitaux soient saturés. D'ailleurs, une question sur les hôpitaux, parce qu'aujourd'hui, bon, ça s'est calmé et on sait que l'hôpital de Nîmes est aujourd'hui, bon, ça va à peu près. Je parlais de l'EHPAD, mais on sait aussi que les plans d'embauche annoncés, promis à grand renfort de communication au début de la crise par Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il était d'ailleurs aussi aussi presque que ça, mais la crise à l'hôpital, elle perdure. C'est-à-dire que le manque de personnel, il y a eu la réserve sanitaire qui a aidé dans certains endroits, mais le manque de personnel, il existe toujours, le manque de lits, il existe toujours. Et donc, il faut éviter toute deuxième vague trop forte. Donc, ça va être tout ça. Mais dans tous les cas, moi, je pense que tout le monde aspire à retrouver un peu, et de façon responsable, je crois que tout le monde peut l'être, d'avoir un peu plus de rapports sociaux humains, et on en a besoin. Sur l'école maintenant, puisque c'est quand même le grand sujet, j'avoue que ouais, sur Serre Cavalier, j'en ai parlé au début. Sur l'école, c'est le grand sujet parce que c'est une situation, moi, j'avoue, qui est très compliquée. Euh, Parce que on peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'école. On a besoin vraiment d'école. Oui, les tests, pardon, je finis, Fred a raison. Les tests, mais c'est annoncé comme ça, doit être pris en charge à 100% par la Sécu. C'est une évidence. Bon, pour l'école, on a besoin d'école et on peut pas avoir comme ça. C'est compliqué de dire 6 mois sans école, ça fait rien. Bien sûr, c'est une crise. Ça renforce. Alors, les inégalités, elles existaient déjà. Hein. Ça les renforce. On a des situations compliquées, notamment dans des familles qui ont des mauvaises conditions de logement, dans des familles monoparentales où c'est plus compliqué de s'occuper de 2, 3 gamins tous les jours depuis 2 mois sans avoir de moments pour souffler. Et il ne s'agit pas de culpabiliser, mais encore une fois, la question de la réouverture des écoles a été proprement hallucinante. Alors, il y a eu les annonces jupitérienne d'Emmanuel Macron, et puis après la réalité d'Édouard Philippe, et puis après il y a la réalité de terrain, et ça c'est autre chose encore. Sur ça, je crois qu'on s'y est mal pris. Quoi. Mais bon, je ne veux pas donner de leçons, encore une fois, mais on s'aperçoit que les conditions telles qu'elles sont mises pour respecter la sécurité sanitaire, c'est le document qui a été envoyé notamment dans les écoles primaires et maternelles, sont des conditions qui sont
qui sont quasiment inapplicables dans la réalité pour l'ensemble des écoles. Et donc, franchement, je me mets à la place des enseignants et des directeurs d'école avec qui je parle aussi, hein, par ailleurs. Ça va être extrêmement difficile pour eux d'organiser tout ça et de le faire en étant consciencieux. Et il est évident qu'on ne va pas pouvoir faire l'école comme on la faisait avant. Or, la façon dont Blanquer a eu de, de proposer cette réouverture des écoles, ça a été juste, il faut éviter les décrochages, etc. Bon, on ne fera pas l'école et on n'évitera pas le retard pris pendant 6 mois. Et puis, il y a eu une deuxième incohérence, ça a été l'incohérence de dire, ben, finalement, les familles peuvent envoyer ou pas envoyer. Et là, c'est catastrophique quand même, parce que euh, ça veut dire que tout simplement qu'il y a toujours un doute, quoi, un doute sur la sécurité. Et ça renvoie les parents à une responsabilité, les parents qui sont forcément dans, dans l'inconnu, qui savent pas quelle décision prendre. Euh, et c'est très compliqué à vivre pour les parents, pour les enseignants, pour les élèves. Et je suis d'accord avec Christine, les conditions dans lesquelles on s'apprête à accueillir les gamins risquent d'être extrêmement traumatisantes. Il risque d'y avoir une expérience de l'école très compliquée pour les gamins qui retourneront, alors que ça aurait dû être justement ce moment où ils se retrouvent ensemble, ils retrouvent leurs amis, etc. Et donc voilà, donc je pense qu'il aurait peut-être mieux valu assumer, je l'ai écrit, mais qu'il faille à un moment donné permettre à des familles de mettre des enfants, de faire garder leurs enfants pour reprendre une activité, parce que certains sont obligés de reprendre une activité économique, ou pour des questions sociales, ou pour d'autres types de questions, et qu'on se concentre là-dessus, qu'on se concentre aussi sur les enfants qui sont le plus en difficulté, et qu'on ait une politique volontariste là-dessus. Parce que il y a certainement beaucoup d'enfants pour lesquels tous les enfants ont besoin de retourner à l'école, certains encore plus que d'autres. Et donc, je pense qu'on s'est un peu, enfin, on n'est pas ressorti du cadre dans lequel on était. Et aujourd'hui, la façon dont la rentrée se prépare, et les maires sont en situation compliquée aussi. Hein. Moi, pour en avoir parlé avec quelques-uns, c'est extrêmement compliqué parce que leur responsabilité est en jeu, euh, parce qu'ils essayent de faire au mieux et qu'ils sont des fois voilà, un peu gênés. Puis il y a la question de la cantine, puisque sur certaines collectivités, on nous dit que la cantine ne pourra pas se remettre en route. Ce qui veut dire que, alors qu'on voulait faire revenir les enfants à l'école pour leur permettre, entre autres, de manger correctement au moins une fois par jour, en tout cas certains enfants, eh ben, on va reproduire des inégalités dans le panier repas, quoi. Et donc ça, c'est ingérable pour les enseignants, comme il est ingérable pour les enseignants, et ça va créer des problèmes de ne pas assurer, enfin c'est ingérable d'assurer d'un côté le présentiel et de l'autre côté le distanciel, puisqu'on leur demande, à partir du moment où ils reprennent en présentiel, de ne plus assurer l'école à distance. Et donc, pour tous les enfants qui ne reviendront pas en cours, dont une partie sont les décrocheurs en réalité, puisque c'est laissé à la liberté des familles, et ben ceux-là n'auront plus la possibilité d'avoir les cours à distance. Et j'ai vu, moi, là un peu ce que disait un collègue, là, David, qui est enseignant à Pissevin, et j'ai trouvé ça très juste, c'est-à-dire que les moyens qui ont été mis pour faire cette école à distance, d'un seul coup, vont s'arrêter, on va se retrouver dans une situation un peu pire, et je sais, Florence Tarsolet, dans le fil de commentaires, qu'une vingtaine de directeurs nîmois ont envoyé un courrier au DAZEN et au préfet et au maire pour informer publiquement de leur position. On essaiera, et peut-être Florence peut le proposer sur son mur, je reprendrai, mais les conditions qui sont faites et les conditions dans les transports scolaires sont aussi inacceptables. Enfin, c'est impossible. Et comme c'est impossible de penser que les enfants ils vont aller en gros sur les quelques semaines qui restent, 10 jours à l'école, et qu'on va faire un roulement, parce qu'aller 10 jours à l'école et ne plus avoir l'enseignement à distance pendant les autres jours, bon, franchement, on est là dans des situations extrêmement compliquées, et effectivement, les enseignants, ils ont aussi le droit d'être protégés. Euh, Quelques informations, puisque alors oui, j'ai vu que Greg, oui, disait pas de cantine prévue pour le moment. Je crois qu'on attend des annonces un peu plus claires la prochaine fois. Greg Pujol disait qu'il y avait la question du revenu universel d'existence qui était venu dans le débat public
Et je pense que c'est une question qu'il faut qu'il soit débattue. Moi, je le fais avec plaisir. Les communistes, eux, depuis longtemps, ont proposé d'autres systèmes qui vont, à mon avis, euh, plus loin que le revenu universel d'existence et qui règlent d'autres questions. Mais je pense que c'est un débat à avoir. Je pense notamment à la sécurité en formation. Et puis, on sait que la question du salaire à vie est posée par d'autres économistes, notamment Bernard Friot. Et donc, il faut qu'on puisse débattre de ça. Mais ça, c'est la question du monde d'après. J'en dirais peut-être 3 mots en fin de live. Et je vois que ça fait déjà 25 minutes que je parle et ça va faire long après, même s'il y a toujours à peu près le même nombre de personnes connectées sur cette vidéo. Quelques informations sur le déconfinement après plus local et sur les questions, la question des transports. Sylvette Fayet l'a publié, l'a dit, il y a eu une conférence des présidents de groupe à l'échelle de l'agglomération qui a posé un certain nombre de problèmes. C'est présent sur son mur Facebook qui est public. Mais j'insiste sur 2 points. Je pense que Sylvette a eu raison et on voit l'utilité aussi de s'être penché très concrètement sur les choses, sur la question des transports, parce que c'est une question majeure. Et donc, sur sa proposition, l'abonnement des scolaires a été, en tout cas, ne sera pas prélevé pour le mois de juin. Donc, je pense que c'est bien aussi pour le pouvoir d'achat de certaines familles nîmoises, et on sait qu'il est cher pour les scolaires dans l'agglo de Nîmes, donc bon, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis, bon, pour envisager toutes les mesures sanitaires qui permettront aux gens de reprendre le transport en commun de façon sécurisée. Mais ça passe par une politique de distribution de masques gratuits à la population. Ce qui a été soulevé par Sylvette aussi, et on voit que ça monte, c'est la question de la place du vélo dans la vie. On l'avait déjà posé au moment des élections municipales, et on sait que le vélo, c'est peut-être un des transports d'avenir à l'échelle de villes comme Nîmes en tout cas, mais certainement aussi des villes plus grandes. Il n'y a pas assez de vélos mis à disposition par l'agglomération aujourd'hui, et c'est pas le système Vélib, et je pense que maintenant, ce serait urgent de se pencher là-dessus. Et puis, la possibilité, peut-être, en tout cas, l'aglo va y réfléchir, d'abonder dans un fonds qui est prévu par la région pour donner 200 euros par achat de vélos électriques. Et donc, l'aglo pourrait, il faudra peut-être pousser, réfléchir encore un petit peu, pour permettre aux gens de s'équiper davantage à vélo. Mais ça va aussi avec les pistes cyclables sécurisées, on l'avait posé. Et aujourd'hui, je sais que certaines villes le font. Peut-être que pour éviter l'engorgement dans les transports en commun aujourd'hui, qui n'est pas souhaitable, et l'engorgement automobile qui ne l'est pas non plus, il faut qu'on se penche assez urgemment sur cette question-là. Donc, on est prêt à y réfléchir. La balle est dans le camp du maire de Nîmes. Sur la question de la relance économique, il va falloir plein de choses parce qu'aujourd'hui, moi, je suis pour discuter avec des entrepreneurs, mais aussi des petits entrepreneurs, mais aussi des commerçants et des restaurateurs, des cafetiers. Bon, la situation, elle est très compliquée et il ne va pas falloir les laisser tomber parce que c'est une grande partie de l'économie nîmoise qui est basée là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des choix locaux qui peuvent être faits. Certains ont déjà été faits sur la ville et sur l'agglo. Je sais que l'agglo va, et puis à l'échelle de la région aussi, donc il y a des aides qui sont mises en place, mais il faudra peut-être aller plus loin. Peut-être une idée qui a été posée, elle ne vient pas de moi, mais moi je la reprends peut-être, c'est de voir comment à partir du moment où les bistrots et les restaurants vont pouvoir ouvrir, comment l'espace public va pouvoir être un peu libéré pour qu'ils agrandissent leurs terrasses. Parce que c'est peut-être une façon plus sûre de se rendre dans ces établissements. Et donc, voilà. Mais globalement, ça va être la question du pouvoir d'achat. Et on sait que dans une ville comme Nîmes, qui est une ville pauvre, et quand on sait que la saison touristique, elle est quasiment terminée, ça passe aussi par le fait que les Nîmois puissent avoir un pouvoir d'achat suffisant. Donc, quand on parle de chômage partiel, on regrette que ça soit qu'à hauteur de 86%, etc.
Et donc, ça renvoie à des questions économiques qui sont largement au-dessus des questions des collectivités. Mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Juste sur les intermittents, puisque Greg m'interroge, mais on a travaillé, et je sais que Denis Lannoy, avec d'autres, Pierre Perras et Élodie Guizard, travaillent déjà, ont pris des contacts dans le monde culturel nîmois pour savoir euh, comment, comment on peut sortir aussi ça, parce que le milieu culturel et artistique, il est extrêmement compliqué. Enfin, il est dans une situation très compliquée, et on sait ici que c'est beaucoup de personnes qui en vivent aussi, hein. Culture, c'est important pour tout le monde, mais aussi les gens qui en vivent très directement. Je crois qu'à l'échelle du pays, c'est 1 million de personnes, hein, qui vivent des activités culturelles, plus d'1 million de personnes. Et donc, le milieu culturel nîmois, artistique nîmois, il réfléchit déjà. Euh, il réfléchit déjà à comment s'adapter à cette situation nouvelle. Donc, il y aura peut-être des solutions qui viennent du terrain, et il est urgent de mettre en tas tout le monde pour réfléchir à ces solutions-là. Et donc, la question euh, la question essentielle de la démocratie, l'association de tous aux décisions, et notamment des premiers concernés, elle est valable partout, et aussi sur cette question-là. Sur les questions culturelles, notamment des intermittents, il faut que les droits des intermittents soient, soient prolongés. Et on le sait, c'est Denis qui me le dit, hein, il faut que, bon, que les droits des intermittents soient prolongés pendant 1 an. Il faut que dans l'immédiat, il y ait un prolongement jusqu'au 15 juillet du gel, car si des festivals reprennent en mai ou en juin, ça signifie que le marché du travail est réouvert, et donc la fin du gel, et donc ça place les intermittents dans une situation extrêmement compliquée. Il y a des inquiétudes, on le sait, pour les structures culturelles à Nîmes, que ce soit les cinémas, les théâtres, Paloma, parce qu'il y a des questions de distance de sécurité, et qu'on sait que euh, ça va être, ça va poser problème à la réouverture si on doit diviser par 2, 3, 4 le nombre, la jauge. Et donc, je sais que certains réfléchissent à comment faire pour que économiquement ça soit viable. Mais je pense qu'il va falloir mettre l'accent, et certains le savent déjà, euh, il faut mettre l'accent sur le milieu culturel local, hein, sur les artistes locaux aujourd'hui, pour les aider, et puis aussi pour permettre qu'ils se produisent dans des lieux sous des formes les plus variées possibles, et qu'ils fassent du bien à tout le monde, et puis qu'ils puissent continuer à vivre de leur travail. Euh, donc, c'est une inquiétude, et il ne faut pas que ce soit les oubliés comme d'autres, hein. On ne peut pas parler de tout le monde. Il ne faut pas que ce soit les oubliés de la situation actuelle. Voilà sur les questions. Ça renvoie directement aux questions du monde d'après, puis je m'arrêterai là, parce que ça fait déjà plus de 30 minutes. La crise, elle a commencé par un discours d'Emmanuel Macron qui nous dit, je crois, le 15 mars. Non, pas le 15 mars, le 14 mars, 13 mars. On est en guerre, je vais changer, on verra après, etc. On a l'impression qu'il a retenu de la guerre qu'une de censure et de propagande sur les informations que tout le monde devrait avoir. Mais sur le monde d'après, il n'y a rien qui change. C'était un leurre, hein, le monde d'après, je l'ai écrit. Le monde, il continue de fonctionner comme il fonctionnait avant. Il fonctionne pendant la crise comme il fonctionnait avant. Oui, je vois les interventions de Denis et de Agnès là, sur les commentaires, sur les questions culturelles. Je suis d'accord, hein. Les circuits courts pour la culture, ça marche comme pour l'agriculture, avec des commandes publiques qui doivent continuer à être assurées. C'est ce que fait font un certain nombre de collectivités. Donc je reviens au monde d'après. Le monde d'aujourd'hui, il marche comme avant. On a les mêmes enjeux de puissance, les mêmes enjeux de profit, les mêmes considérations de marché. Et aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer dans l'organisation, si ce n'est qu'on reconnaît, enfin en tout cas pour le moment, que dans des crises comme ça, le service public, la place de l'État est essentielle à la vie de la nation, à la vie même de toutes les nations, et que quand on a une crise, on est aujourd'hui content de retrouver une puissance publique, et même si cette puissance publique, elle est fortement abîmée, c'est aussi
un des éléments qu'on apprend de cette crise. Il faudra bien voir. Et moi, j'ai bien peur que dans la volonté de retrouver la vie d'avant, on retombe dans tous les travers. Et il y a un débat politique entre ceux qui voudront recommencer comme avant, et on voit qu'un certain nombre d'hommes politiques, mais d'autres veulent recommencer le monde d'avant, en gros, avec toutes les impasses, toute la question de l'austérité qui a été posée, toutes les questions économiques, notamment liées à la question de la création monétaire. Enfin, moi, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, il y a ceux qui vont se battre, comme nous, pour que ce qu'on vit là, cette crise particulière, ne fasse pas oublier que nous sommes dans des situations difficiles de crise qui s'étaient normalisées, parce que c'était la normalité qui dure depuis 30 ans, 40 ans. Donc, retourner à l'avant du Covid-19, c'est pas retourner à une situation qui était idyllique sur tous les points, et il faudra continuer à se battre là-dessus pour le droit des travailleurs, et on l'a célébré, on l'a fêté hier en tout cas. On a salué ça, et puis sur la question des solidarités, sur la question de l'environnement, voilà. Et il s'agira pas simplement de faire une relance keynésienne, à mon avis. C'est-à-dire, ce que la crise nous dit aussi, c'est qu'on a besoin à ce que les salariés dans les entreprises, les citoyens dans la cité, soient plus au fait, déjà plus informés et plus partie prenante des décisions. Et j'ai une crainte, et je m'arrêterai là-dessus. Donc, c'est la question de démocratie. On en a besoin tout de suite, d'ailleurs. La question, une des questions qui va se poser, qui n'est pas neutre, qu'on voit à pointer, et qui va être un bon signal de savoir si Macron, mais enfin, on ne se fait pas trop d'illusions quand même, moi je ne m'en fais pas du tout, à tirer des leçons, c'est la question du rapport entre l'État et les collectivités. On a besoin d'un État, en France, d'un État stratège, parce qu'on est dans un État républicain, mais on voit bien aujourd'hui que ce sont les collectivités qui ont porté aussi, en plus des citoyens, des réponses beaucoup plus concrètes que l'État, enfin en tout cas plus présente sur le terrain. Et ces collectivités, elles ont engagé beaucoup d'argent, des fois pour pallier aux inconséquences de l'État, pour subvenir aux besoins. Alors, des fois, c'est dans leurs compétences, mais des fois, c'est bien au-delà de leurs compétences. Elles vont être dans des situations extrêmement difficiles financières pour assurer la charge. Carole Delga l'a dit pour la région, Denis Bloide, je crois, l'a dit, et Christian Bastide l'aurait aussi pour le département. On sait que le département du Gard, qui est déjà un département dans lequel les contraintes financières sont très fortes, on va se retrouver dans une situation financière encore plus dure. Et c'est tant d'argent qui ne pourra pas être mis, si on reste dans la situation actuelle, sur les questions culturelles, sur les questions sociales, sur les questions environnementales, etc. Et donc, cette question de l'austérité, de la façon dont l'État se décharge sur les collectivités territoriales de façon financière, et même de façon, on dirait même que c'est dans l'état actuel quelque chose qui est voulu, quoi, quelque chose qui se poursuit d'ailleurs. Et bon, on n'était pas très nombreux, parce qu'aujourd'hui certains de droite le regrettent, mais on n'était pas très nombreux il y a quelques années, sous les gouvernements précédents, à déjà dénoncer ça. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus. J'espère que on retrouvera, et moi j'aspire à ça, et je pense que beaucoup aspirent à ce que dès le 11 mai, on puisse retrouver au moins quelques éléments de vie sociale un peu plus réjouissantes. Il nous faut des moyens, et moi je le redis, et c'est la proposition que je fais, je pense qu'il nous faut un comité de suivi de crise qui soit bien plus élargi, bien plus démocratique, même si des fois la démocratie ça fait perdre du temps, mais je pense que dans la mobilisation, c'est ce qui est utile justement, un comité de suivi de crise à l'échelle départementale comme à l'échelle nationale, parce que voilà. Sur les municipales, alors sur les municipales, bon, on n'a pas plus d'informations. Je crois que la réponse doit se faire le 23 mai, entre le 23 et le 25 mai.
à la suite d'un avis du comité scientifique pour savoir si le deuxième tour pour se passer fin juin, ou s'il doit être reporté, dans quelles conditions, jusqu'à quand, etc. Bon, on suivra la décision en fonction des conditions sanitaires. On ne sait pas encore où on en est, mais c'est sûr que après, il y a des incohérences qu'il faudra avoir. Hein. Dire que bon, on va entasser les gens dans les transports en commun, mais on va les empêcher d'aller voter, ça peut être aussi compliqué. Et ces incohérences, elles sont relevées par beaucoup de gens. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, que ce soit en juin, que ce soit en septembre, la réflexion continue et la volonté de tous ceux qui ont porté la liste citoyenne à gauche et dans mes rares sorties de promenade où on peut croiser des gens qui nous interpellent, enfin, qui m'interpellent et qui nous félicitent et qui nous disent de continuer, qu'ils étaient très contents que ça ait marché. Ben, voilà, on sent qu'il y a encore cette dynamique. La vidéo qui a été faite pour le 1er mai a été largement reprise et on a la volonté de travailler à continuer, enfin de travailler à bâtir la ville d'après. Salut Gwen Le Rouge. À bâtir la ville d'après, à bâtir l'agglomération d'après. Mais on n'est pas dupe des difficultés qui vont y avoir lieu. On a beaucoup d'enthousiasme et d'envie de se battre pour ça. On apprend beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, des solidarités. Juste dire un mot des formidables actions des organisations humanitaires, des associations humanitaires que sont le Secours populaire, la Croix-Rouge, on le voit aussi avec Humanime et d'autres associations. Voilà, on a envie de s'inspirer de ça et de ceux qui passent, de ceux qui inventent localement. Je crois qu'on a besoin de faire du collectif, qu'on a besoin d'être très inventif dans ce qu'on va proposer. Et en tout cas, la volonté de ceux qui ont travaillé à la liste, c'est de continuer à travailler ensemble en élargissant encore notre réflexion à tous ceux qui voudraient réfléchir avec nous aux solutions. Et je crois que la démocratie, c'est aussi le débat d'idées et c'est pas la prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui doit nous empêcher de dire, de continuer à dire ce que nous pensons. Et nous voulons le faire dans une démarche de construction citoyenne de façon très large et très nouvelle, en ne perdant rien d'une combativité sur les sujets essentiels et sur un positionnement qui soit clair et lisible pour tout le monde. Donc oui, les supporters ultra du Nîmes Olympique, me dit Gwen Le Rouge, font aussi des actions. Comme quoi, vous voyez les vilains supporters qui se faisaient un peu taper dessus par les services des forces de l'ordre parce que, etc. Mais finalement, c'est pas forcément des gens aussi méchants. En tout cas, quand il faut s'investir pour le bien de tous, ils y sont. Et donc, on devrait pacifier un peu aussi nos relations sociales sur un certain nombre de choses. La volonté, c'est de continuer à faire ça. On sera là, nous dit Bérénice. On sera là. Dans quelles conditions dans les écoles, je ne sais pas, mais je souhaite beaucoup de courage. Moi, j'espère que les collègues, ils prendront. En tout cas, moi, j'ai pas envie de culpabiliser personne quoi, sur la façon dont ça va se passer. Et surtout pas ceux qui vont être sur le terrain pour décider dans quelles conditions ils vont pouvoir travailler ou non. Voilà. Fred finit par aller les rouges de circonstances. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Et puis, on se reverra bientôt, sans doute. Dans quelles conditions, on ne sait pas encore tout à fait. Mais en tout cas, avec le plaisir de se revoir, de retrouver des gestes simples aussi d'humanité. Voilà, bonne soirée et à très vite.